Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous allons faire tout aussi bien que d'habitude sans Gabriel Gallion et sans Eddy Marajo, qui pour des raisons, d'abord le premier parce qu'il est au Conseil général, qui est la dernière réunion historique de cette collectivité, institution. Eddy Marajo parce qu'il est en France certainement pour ses affaires personnelles. Et pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui Daniel Compère du magazine Progressiste. Bonsoir. Nous avons M. Branchi du magazine Justice. Bonsoir. Et nous avons Mme Selkal, Nadia, d'Antilla. Bon, on va faire aussi bien qu'eux. Même mieux parce qu'ils parlent trop, ces gens-là. Bon. C'est sûr. Tu m'en diras tant. Et bon, je m'étais pas engagé, j'avais décidé de ne pas parler de la presse, mais les journaux sont tellement beaux, tous les deux, Le Progressiste et Justice, que je vais en dire deux mots. On commence à tout seigneur, tout honneur, par Justice. Et ce que je disais, bon, actuellement, c'est la campagne, des articles qui tournent autour du Grand Assemblée pour Justice et de la CTM, des interventions de M. Hinor, mais surtout une réflexion que j'ai faite à Michel Branchi qui nous présente systématiquement des articles économiques parfaits, complets, critiques et en même temps pédagogiques, mais d'un niveau pas trop élevé, parce que les gens ne sont pas, mais trop ardu, ouais. trop dense, trop. Et ça, il faut simplifier. Alors là, tu m'as dit hors antenne que c'était volontaire cette fois-là. Oui, il s'agissait de l'analyse les chiffres du chômage et de l'emploi. Les chiffres du chômage et de l'emploi par le bilan du président du conseil régional. Et comme nous prétendons que ces chiffres ne sont pas bons, nous avons voulu, pour chaque donnée, donner la référence. Et pour ça, il fallait... Bon, et donner les graphiques. Ok. Donc on a donné les références de l'INSEE, les références de Pôle emploi, les références alors en matière de chômage. En particulier, on a voulu montrer quelque chose qui n'est pas souvent analysé. On analyse ponctuellement les chiffres de l'emploi, mais on ne prend pas de perspective. Donc on a voulu montrer depuis 2010-2011. Et puis surtout, on a voulu montrer l'écart entre le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre d'offres d'emploi. Parce que c'est ça qui donne une idée de l'intensité et de la dégradation du marché du travail. C'est-à-dire que le demandeur d'emploi qui se présente sur le marché, ce qu'on appelle le marché entre guillemets, parce que c'est une expression de l'économie néolibérale, l'homme n'est pas une marchandise. C'est convenu comme ça. C'est convenu, mais il faut garder quand même son esprit critique. Réellement. Eh bien, le jeune qui se présente sur le marché dit du travail, eh bien, la probabilité pour lui d'avoir une offre de travail utile, qui correspond à ses capacités, entre 2010 et 2011 a diminué. Voilà. Okay. Bon, malgré le regain de l'immigration, malgré la baisse de la population. Ok. Et pour le progressiste, je signalerai que la une est à créole, Olivon Matnik et puis Sergette Chimie. Alors on a loupé le choix. On a loupé le coach. Vous avez loupé le coach. À thème marin. Et puis il fallait d'autant plus le faire que vous savez que le Sénat a mis un veto, ou dans une voie de garage, la question de la charte. La charte des langues. Et mon ami Daniel Boukman m'avait en plus, je suis d'autant plus coupable, qui m'avait adressé un texto pour me signaler l'attitude du Sénat. Voilà. Donc, deux journaux intéressants et je te demanderai de m'envoyer ton article économique à part, par mail, pour que je le garde dans mes fiches. Et que ça y est, on y va, on commence. Boutrin, le mime, les patriotes et Mme Coconne. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. Louis Boutrin, considérant qu'aucune illégalité grave et manifeste justifiait sa demande. Voilà. Bon, c'est un élément qu'il fallait donner, puisqu'on a parlé longuement de la procédure de volonté tribunal, et maintenant celle de volonté. Alors on pourrait se demander si ça va continuer comme ça jusqu'au 6 décembre, des procès, et s'il n'y a pas quelqu'un qui va conseiller d'arrêter ça et de prêter son attention, son intelligence à des propositions concrètes de développement économique et de choses constructives pour la CTM. Moi, je pense là-dessus. Je ne pense pas trop. Hein. Non, pas trop. Je laisse Louis Boutrin de côté, je laisse le Grand Assemblée de côté. Oui. Mais je pense que tout le monde, toutes les listes, tous ceux qui interviennent dans cette future campagne
puisqu'elle n'a pas commencé officiellement, devrait, d'une part, avoir les yeux tournés vers l'avenir, Voilà. n'est-ce pas? Et d'autre part, lutter, puisqu'il s'agit quand même d'une lutte, hein, Naturellement, c'est la politique. programme contre programme, projet contre projet. D'ailleurs, d'après ce que je vois de moi-même, il me semble que les projets, pour ce qu'on en sait, ne sont pas si éloignés que ça les uns des autres, forcément. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut compenser par autre chose. Donc, vaut mieux ne pas s'en tenir à des trucs de bas étage qui n'enrichissent personne, quoi. Bon, alors, certes, il y a des projets, mais aussi il y a la question de la manière de diriger et la question de la morale en politique. Et l'affaire, bien, on peut douter de... Je suis d'autant plus à l'aise que j'ai toujours une attitude critique vis-à-vis des juristes et du droit. J'ai tendance même à penser que beaucoup de juristes ont l'art, je parle devant un juriste, de pouvoir dire une chose et son contraire avec le même aplomb. Mais naturellement. Bon. C'est le propre du métier de l'avocat. Alors, donc, Je l'accepte. au-delà de la question posée sur la démission ou la non-démission de Mme Conconne, la question qui était posée, qui demeure posée dans la population, est-ce que quelqu'un qui est mis en examen, qui est soupçonné, je dis bien, soupçonné de malversation, de détournement de fonds, peut exercer? Et le président du Conseil régional a répondu de lui-même. Il lui a enlevé les délégations de signature. Bon. Non, mais on n'a pas dessus, Michel. Bon, Michel, donc il l'a sanctionné. Donc sur la question Non, c'est pas une morale, sanction, c'est une organisation. sur la question. Et puis alors, deuxièmement, je ne résistais pas à l'envie de relire le communiqué du président du Conseil régional du 3 août. Il dit ceci. Dans son courrier, Catherine Conconne remet au président du Conseil régional sa démission de toutes ses fonctions d'élu à la collectivité. Oui, mais il pense, il pense ce qu'il veut, mais c'est pas. Non, mais écoute, mais Michel, Donc, on va pas refaire. Le Conseil d'État nous dit que c'est équivoque. Après le tribunal. Après le tribunal. Donc voilà. le tribunal, Voilà. Alors, bon, ceci dit, la question, effectivement. Non, la question qui était posée de savoir. C'est l'avenir de la Martinique. Mais Voilà. aussi la manière dont elle va être dirigée par qui. Oui, mais est-ce que c'est Mme Conconne toute seule qui condense l'éthique et la morale de toute une partie de son groupe Mais non, on ne peut pas faire ça. Mais c'est à la Nadia. population d'en juger. Non, mais pour faire écho à ce que disait Daniel et aussi ce que tu dis par rapport à la moralité, je pense qu'il y a quand même une vraie interrogation. C'est vrai qu'il y a une grosse attente, peut-être des attentes qui sont disproportionnées à ce que sera la réalité par rapport à la CTM. Oui. Mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a une grosse attente. Et la première attente, c'est quand même des questions de clarification, de savoir comment ça va se passer. C'est quelque chose qui est complètement nouveau. Tu l'as dit tout à l'heure, la raison pour laquelle, par exemple, Gabriel n'est pas présent. Il n'y aura plus de conseil général. Et c'est quand même un repère pour les personnes qui va disparaître. Et on va vers une nouvelle chose pour laquelle on n'a pas encore de repère et pour laquelle... non seulement on ne sait pas comment ça va se passer, mais a priori, les personnes qui prétendent diriger cette nouvelle entité, ils n'ont pas un langage clair quant à cette nouvelle entité. Ils sont plutôt occupés à des chamailleries qui ne sont pas du projet, qui ne sont pas des projections dans l'avenir. Donc je crois que ça aussi contribue à rendre le paysage encore plus flou. Opaque. Abscon, ouais. Monsieur, il semblerait mon autre métier d'avocat, qu'on s'achemine vers une... il semble, parce que tout ça est très flou, vers un accord avec la chancellerie, puisqu'après 3 semaines de grève, on a parlé d'accord, on a surtout parlé de l'abandon par Mme Taubira de son projet de puiser dans les caisses. Dans les caisses... c'est pas tout à fait les caisses des avocats. C'est la caisse de manipulation des fonds. Il faut que ça soit quand même clair. Hein. C'est la caisse. Il y a une caisse, contrairement aux notaires ou autres professions, nous avons une caisse spéciale, spécifique, qui a un fonctionnement particulier, qui s'appelle la caisse de règlement des avocats, qui permet de manipuler les fonds appartenant aux clients, pour éviter toute tentation. Et ces fonds génèrent de moins en moins des intérêts. Et Mme Taubira a émis, mais c'est bizarre qu'elle ait émis une idée aussi saugrenue que de puiser dans cet argent qui appartient quelque part aux clients dont les fonds sont déposés sur ce compte, d'utiliser ces fonds qui n'appartiennent pas aux avocats pour pouvoir payer, ça dépend de l'argent de quelqu'un, pour pouvoir payer des avocats pour travailler pour d'autres personnes. Donc le Conseil constitutionnel, à l'évidence, aurait sanctionné un tel choix.
Et puis là, maintenant, et puis brusquement, elle a effectivement accepté, semble-t-il, la revalorisation. D'abord, relever le plafond pour permettre à plus de gens, plus de 100 000 personnes d'accéder à l'aide juridictionnelle. Et puis également de revoir la valorisation de l'unité de valeur de l'aide judiciaire, de l'aide accordée à l'avocat, de la rémunération de l'avocat. Et puis, en chaîne faïence, les gens se regardent, les avocats font des manifestations, ils sont chassés des tribunaux et on reste bloqués. Je trouve que c'est un mode de gouvernance quelque peu erratique, quoi. Hein? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, simplement rappeler ce que sont les fameuses UV, les unités de valeur, justement, parce que je pense que le grand public n'a pas dû comprendre grand-chose là-dedans. D'autre part, dire qu'effectivement, l'aide juridictionnelle, non seulement ne rapporte pas aux avocats, mais leur coûte. Les UV, pour répondre à ta question, c'est un mode de calcul de la rémunération de l'avocat. C'est ça. Donc il y a des unités par genre d'affaires, par catégorie de tribunaux de juridiction civile, saisie. On a des UV, on ne va pas rentrer dans le détail, donc on a revalorisé ces UV pour avoir une rémunération. Mais il faut quand même savoir que je le dis objectivement, parce que je n'ai jamais de discours ici pro défense de l'avocat, parce que bon, je me sens tout autant informateur, communicant, je n'aurais pas la prétention de dire journaliste qu'avocat. Il faut dire réellement que les avocats travaillent mais réellement à perte pour les dossiers d'aide juridictionnelle. Hein. Tout à fait. Ça, vous le savez. Vous avez vu les rémunérations, c'est dérisoire. Et ce qui quand même est quand même, à mon avis, immoral de la part d'un gouvernement de gauche, et l'aide juridictionnelle, c'est précisément ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la justice. Et attends, mais Michel, retiens, pour 375 millions d'euros seulement jusqu'à maintenant, chiffre d'affaires de Coran là, Dilo, a passé à 400 millions. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Chiffre d'affaires d'une grande surface par an pour amener la paix sociale. Je reprends la parole. Non, en réalité, ça montre bien, ça illustre bien que nous parlons de l'austérité. Bon, concrètement, c'est ça l'austérité. Ça veut dire que c'est un gouvernement à qui les autorités européennes imposent d'aller chercher dans tous les recoins du budget de l'État ce qui peut gratter. Bon, la semaine dernière, la CGT n'a pas approuvé le préaccord concernant les retraites complémentaires. Et un des moyens de combler le déficit de cette caisse qui concerne l'ARCO, eh bien, ça a été de puiser sur la caisse des accidents du travail, qui est bénéficiaire parce que précisément les accidents du travail sont mal indemnisés hein, en France, et pour combler le trou parce que de la retraite complémentaire, à laquelle d'ailleurs on a mis une décote de 10% pour ceux qui prendraient leur retraite à 62 ans, ce qui en fait est une manière de repousser l'âge de départ de la retraite à 63 ans. Bon, alors, c'est vrai, bon, il y a un problème démographique de vieillissement de la population, mais c'est un choix de société. C'est là que le politique doit reprendre la main. Et ne pas se laisser mener par les données économiques. Absolument. Messieurs, oui. Données économiques à court terme. À court terme, oui, boucher un trou. Emboucher un trou sans perspective globale et sans vision de la société. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Voilà. Exactement. Je vais donc les habiller tous les deux très mal. Je vais vous lire un courrier que j'ai reçu. Bonjour Gérard, j'ai visionné ton émission du 23 octobre et partage tout à fait vos réserves concernant les rémunérations des élus de la CTM, elles sont bien trop faibles. Il explique pourquoi il peut me donner l'information qui va suivre. Je ne vais pas révéler ses affaires personnelles. Un ingénieur hospitalier au CHU de la Martinique touche 5 803 € brut, soit quand même 4 800 € net mensuels. Un professeur certifié au lycée de Trinité touche 5 216 € brut, soit 4 264 € mensuels. Et ce n'est pas du plein temps comme l'élu, c'est ce qu'il veut suggérer. Et ces rémunérations, oui, c'est plus que 35 heures, c'est les commissions. À quelle heure vont-ils sortir du Conseil général? Et je vais d'ailleurs te passer, j'ai oublié de le faire, le mot pour qu'on ait vraiment, les gens, nos auditeurs et la primeur, parce qu'ils vont nous entendre demain soir, parce qu'on pratique la vérité, on a un décalage d'une journée pour notre. Pourquoi le Conseil général, la session du Conseil général de ce soir est très importante et de quoi ils vont débattre principalement. Amitié
métier, et bon, c'est notre ami à tous, Roger de Jam. Alors, je vous ai tous impliqués dans cette relation douteuse pour certains. Explique-nous pourquoi ce soir, l'un des thèmes, l'une des questions à l'ordre du jour est importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin... Non, dans les détails, donne-nous. En gros, le Conseil général doit se prononcer sur un sujet qui consiste à accorder 14 millions d'euros de subventions au Conseil régional, ce qui est assez surprenant quand on sait que la situation on nous dit depuis des années que le Conseil régional aurait de l'aisance financière et que le Conseil général... Tu vas revenir après, donne les faits. Et alors, les faits, c'est que... Conseil, donc, combien de millions? 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. Pour sa cote part au TCSP. Alors, comme le Conseil général... Sa cote part finale. Parce que le Conseil général a déjà participé. Il a déjà participé. Alors, comme le Conseil général n'a pas les moyens, il va utiliser un décret nouveau qui a consisté pour le gouvernement à permettre à la Caisse des dépôts de faire une avance après une année sur ce qu'on appelle le FCTVA, le Fonds de compensation de la TVA. C'est une aide que l'État en fait donne aux collectivités. On rembourse la TVA qu'auraient payé les collectivités sur les travaux qu'elles ont faits. Alors avant c'était en année N+2, maintenant c'est en année N+1. Et pour leur faire un fonds de trésorerie, de liquidité. Alors, la possibilité était ouverte, suite aux protestations des différentes grandes associations d'élus au niveau national français, c'est que la Caisse des dépôts peut avancer ces sommes aux collectivités. Donc, la Caisse des dépôts, le Conseil général va pour payer ces 14 millions, va demander la mise en œuvre de cette disposition pour passer l'argent. Et bien sûr, ce sera à la CTM de rembourser, de récupérer l'argent. Autrement dit, ce que tu veux dire, c'est que ça va être pendant que nous sommes en train de discuter ce qu'on est vendredi, c'est chaud au Conseil général. Ça veut dire que, on l'a déjà dit avec Eddy, que l'installation de la CTM se fait à un moment où précisément il y a des difficultés concernant les collectivités, des baisses drastiques de dotation financière. Et qu'on risque d'attribuer à la CTM des manquements ou des difficultés qui ne viennent pas de la réforme elle-même, mais du contexte économique et social dans lequel... Mais nous serons vigilants, Michel. Oui, Monsieur Yann Monplaisir, Bapé en chance, accuse le PPM d'avoir passé un accord secret avec l'homme le plus riche de la Martinique. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a également en même temps l'expansion a sorti un article dans son édition locale sur les 5 familles les plus riches de la Martinique. Et oui, et monsieur Monplaisir figure juste après celui qui aurait passé l'accord. Juste après monsieur Bernard Ayotte. C'est très amusant ça, c'est très amusant. Très amusant, très amusant. Ce que je disais tout à l'heure, ils vont le débat. Vraiment. Non mais ils sont en campagne. Mais non, c'est amusant. Non, mais bien même ce serait vrai. Monsieur Bernard Ayotte est sans doute l'homme le plus riche, mais c'est l'homme le plus, comment je dirais, je ne trouve pas le mot, le plus investisseur en Martinique. Quand bien même on prendrait la tâche de ce monsieur pour voir les projets à venir, je ne suis pas choqué. Tout dépend de ce qu'on met dans accord secret. Tu sais ce qui me choque, moi? Tu sais ce qui me choque? Ce qui me choque, c'est que justement, il y ait une telle... bon, ça ne me choque pas. Il y a une réalité que je constate, et je ne la juge pas, que le politique se méfie de l'économique. C'est sûr. On est collé sur tous les schémas de pensée occidentaux. Ils ont peut-être raison. C'est en charge du politique, pas moi qui suis en charge du politique. Et qu'ils estiment qu'ils se méfient et qu'ils estiment qu'ils doivent fonctionner à distance de l'économique. Bon, ça, je pense que s'il n'y avait pas effectivement cet habillage idéologique du comportement, des attitudes, que tout le monde se mettrait autour du table et on dirait l'entreprise martiniquaise, qu'est-ce qu'on en fait? À condition que tout le monde joue le jeu. Et je ne pense pas que le monde néolibéral et capitaliste dirait oui, effectivement, on va partager, voir M. Sudry, enfin on a déjà obtenu plusieurs fois, ici, on va partager les revenus, on va augmenter les salaires, on va mettre aux gens de vivre correctement, ça ne serait pas non plus possible. Alors, bon, le bisounours... Mais sans aller dans des postures aussi extrêmes, effectivement, elle n'est pas nécessaire, cette espèce de défiance qu'il y a entre le politique et l'économie sur un territoire comme le nôtre. Non, pas nécessairement, mais est-ce que réellement l'expérience a déjà été menée
et non pas dans un pays de bisounours, mais se dire effectivement, la petite entreprise martiniquaise, elle ne peut se développer que d'une façon harmonieuse. Et harmonieuse, c'est en tenant compte du politique, de l'économique, du social. Ne serait-ce que cette pensée-là, l'avancer et ne pas se dire c'est de l'utopie. Est-ce qu'elle aurait pu être tentée? Tentée, mais elle n'a jamais été parce qu'il y a des blocages. Bon, c'est comme ça, on ne va pas changer le jeu. Mais ça serait l'idéal. Parce qu'à mon avis, avec les chiffres, les combien de milliards on a ici. Tu parles du PIB? Oui, avec le PIB de 8 milliards de PIB, avec notre transfert de fonds, on pourrait se mettre tout cela. Et avec notre épargne. Et notre épargne. Et puis on pourrait quand même gérer. Tout le monde serait au boulot, enfin la plupart. Après. Le problème, c'est que malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays de bisounours. Et il y en a qui en général, dans ce type de société, ceux qui en ont plus veulent toujours plus. C'est ça. Et qu'il y en a qui en ont moins. Bon, moi, je n'oublie pas même qu'il y a 21% de la population qui vit avec moins de 620 euros par mois. Et puis bon, ça c'est la réalité. Mais ce que je voulais revenir sur le fond du problème que tu poses. C'est pas, ce qui me choque, c'est pas le fait qu'il y ait des contacts entre le monde de l'entreprise et les politiques, à condition que ça se fasse dans la transparence et que les choses soient claires. Nous avons par exemple au Parti communiste rencontré Contact d'entreprise. Bon. On a débattu de ce certain nombre de sujets, nous avons fait un compte-rendu dans la presse, nous avons échangé nos points de vue, nous avons vu les points sur lesquels nous sommes d'accord, les points sur lesquels nous sommes en désaccord. Bon. Et le bilan de ça, le bilan. Le bilan de cela, c'est que d'abord, l'association était surprise que le Parti communiste s'intéresse autant aux questions économiques. Bon. Ils croyaient qu'on était contre l'entreprise. C'est pas justice. Bon. Alors, ils sont sur des schémas anciens. On n'est pas contre l'entreprise. Nous sommes contre l'appropriation du profit capitaliste par l'entreprise. C'est autre chose. Mais l'entreprise est nécessaire. Les travailleurs font partie de l'entreprise. Okay. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a au moins un enseignement qui a été tiré par une partie du patronat. Ils ont tiré de l'enseignement de février 2009. Ils ont senti que la Martinique était sur le bord de l'explosion et qu'on ne pouvait pas laisser au bord du chemin une grande partie de la population. Alors, ça ne va pas jusqu'à prendre l'initiative de faire une conférence sociale pour augmenter les salaires, comme l'avait conseillé M. Sudry. Bon, il faudra peut-être quelques grèves pour les pousser. Bon, entrons dans un domaine plus éthique et plus moral. Parlons de l'obsolescence programmée qui est devenue un délit. Vous savez, j'avais abordé ces questions éthiques et de morale. C'est la panne prématurée des appareils, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Elle est passible de 2 ans de prison et 3 000 € d'amende. 300 000. 300 000, pardon. C'est une législation française. 300 000. Oui, donc, depuis la loi de transition énergétique, elle est contenue dans la loi de transition énergétique. Les industriels et distributeurs donc, doivent se retourner, et ils l'ont fait. Pas contraint forcé, ils l'ont fait comme tout le capitaliste, avec une sorte de dialectique étonnante sur le recyclage et la réparation. La tendance n'est donc plus à la surconsommation, mais à la réparation contraint forcée par la loi. Bon, comme tu veux, tous les moyens sont bons. Ouais. On revient à ce qui est la logique. Voilà. Alors, quelques exemples. Ce qu'est la logique. Quelques exemples. Le roi Merlin a lancé Fab Lab, qui est un système de réparation permise aux gens, et un an après l'ouverture de sa Repar School, et a inauguré son premier tech shop à Ivry-sur-Seine. Alors, je prends le tech shop. C'est un tech. Non, Daniel, tu as des préoccupations de notre âge, mais quand même, bon, faut pas comme ça manifester. Alors, cet atelier de 2000 m² met à disposition des particuliers, entrepreneurs, 150 machines semi-industrielles, imprimantes, 3D et UV, machines de découpe, raboteuses, frisseuses à bois, gérées par 18 salariés. Et c'est un investissement de plus d'1 million d'euros. On est et permet à des jeunes entrepreneurs de venir et d'assumer le travail fait pour des chantiers. Darty a fait pareil, un espace de dépannage. Seb et Roventa, ça c'est intéressant. Ça va vous intéresser. Nous qui chaque fois nous plaignons qu'en tant longtemps c'était comme ça, etc. Nous les vieux, on dévoile, vous les vieux, on dévoilait leur label. On dévoilait leur label. Un label produit 10 ans réparables.
Ça veut dire qu'il vous assure la livraison de pièces pour un appareil que vous aurez acheté pendant 10 ans. Alors, essayez là maintenant d'acheter une cafetière. Nous avons des considérations de haut niveau, mais de niveau concret aussi. Acheter une cafetière cassée, parce que c'est fait pour ça, pour se casser tout de suite le bol de la cafetière, et puis allez essayer de le relasser. C'est pour se casser tout de suite. C'est pas fait pour se casser. En tous les cas, je répète la marque, je fais de la publicité allègrement. Seb Aeroventa assure pendant 10 ans les pièces de rechange, livrées sous 48 heures et dans les 250 centres de réparation Seb. C'est intéressant. Alors, pourquoi ? Pourquoi ils se sont reconvertis ? Parce que en offrant des alternatives de ce genre. Pareil pour le téléphone. Il y a des centres maintenant de rachat de téléphones d'occasion, de réfection, de réparation et de revente, avec des chiffres d'affaires mais colossaux, avec le nombre de téléphones extraordinaires réparés. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de surfer sur une loi nouvelle, l'air du temps, que de laisser les gens bricoler et faire n'importe quoi. À vous la parole, messieurs. Non, autrement dit, comment surfer sur l'air du temps tout en faisant des bénéfices? Oui, si l'entreprise ne meurt. Voilà, bon. Autrement dit, l'aspect éthique, on va dire, de la chose se marie fort bien avec l'aspect commercial pour aller vite. Oui. D'accord? Théoriquement, c'est le consommateur qui doit en bénéficier. Je dis théoriquement. Daniel, le capitalisme en soi, dès lors qu'on respecte le travailleur, n'est pas le péché originel, hein, s'il existe ce péché originel. Moi, j'ai toujours dit... Ce sont les dérives du néolibéralisme, comme dirait Michel, qui sont... Contrairement à mes amis communistes, j'ai toujours dit que le capitalisme n'est pas en crise. Ou alors, pour quelqu'un qui est en crise, qu'est-ce qu'il est malin pour se régénérer sans arrêt. Oui, Nadia. Par rapport à ça, moi je vois plutôt l'extraordinaire capacité qu'ont les industriels à rebondir et à sans cesse se renouveler. Tout à fait. Parce que là, par contre, ce n'est pas du cynisme, mais ce n'est pas non plus de l'angélisme de considérer qu'ils ont attendu la loi pour arrêter de faire pour la fameuse obsolescence programmée, pour arrêter de faire des appareils qui cassent. Je pense aussi que quelque part, on est conscient que on peut pas, ça n'a plus d'intérêt de changer par exemple d'appareil tous les 2-3 ans. De faire des appareils Kleenex. De faire des appareils Kleenex, oui, ça c'est pas mal comme expression. Et que quelque part, il y a bien un moment, parce qu'on s'attache aux choses, on n'est pas si détaché que ça. On s'attache aux choses, quelque part, on a besoin encore de garder un équipement. Ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, indépendamment des réparations, c'est toujours sur la téléphonie, c'est avoir un appareil effectivement que tu répares, mais qui ne te permet plus d'avoir les mises à jour pour les nouveaux appareils qui sortent. Là, c'est bien un petit... concrètement, oui, ton appareil fonctionne, donc mission accomplie. Autrement dit, ce que tu veux dire, c'est qu'il faudra aller plus loin que simplement... Il faudra aller plus loin, il faudra aller sans cesse plus loin, dans la mesure où on est toujours dans de la vente et de l'achat de matériel. Le matériel à un consommateur qui en a toujours besoin et qui en demande toujours plus, puisque quelque part, c'est ça, tout est marketé et fait pour qu'on en veuille encore plus. Et qu'on achète. Il y a quand même une chose à la base, c'est que je crois que c'est là quand même, c'est qu'il y a quand même un combat des associations de consommateurs au niveau européen sur ces questions-là, et que ça s'est traduit par des débats, me semble-t-il, au Parlement européen, ça s'est traduit par une loi au plan français. Oui. Mais à mon avis, il y a eu quand même une prise de conscience dans l'opinion publique des dégâts que provoquait ce que tu appelles l'obsolescence programmée. Et que je t'interromps, tous ces appareils-là qui contiennent des métaux rares, qui contiennent des choses, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va dans la nature. Voilà. Et voilà. Et puis, alors, ça rejoint une préoccupation environnementale internationale. Bon, alors, le fait est, c'est que il ne faut pas précisément, comme dit Nadia, qu'on nous donne des appareils réparables, certes. Et qui ne servent à rien. Et puis qui ne servent à rien. Bon, alors, là aussi, à mon avis, il y a aussi le comportement du consommateur. Est-ce que les prétendues innovations, moi je suis assez réticent, sont indispensables en matière de numérique, d'Internet, de tout ça, est-ce que toutes ces prétendues innovations, je prends l'exemple Windows 10 par exemple, oui. Hein, qui est en train de d'exciter les publicistes. Est-ce que
pour quelqu'un, pour un utilisateur ordinaire comme nous sommes, qui ne sommes pas des spécialistes, nous faisons, nous écrivons un article par semaine, on utilise Excel pour faire un petit graphique que tu retrouves. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que vraiment c'est indispensable? Nadia répond. Nadia répond. Non, parce qu'il pointe quelque chose de très intéressant. On parle de smartphone et autres. Je fais un pari en étant certaine de gagner. Sur n'importe quel smartphone, la majorité des gens utilisent à peine 5% des fonctionnalités. Oui. Et ils vont trouver tout à fait normal. Mais je prends celui-là parce que c'est quand même le plus utile, celui qu'on a tout le temps à la main, qu'on utilise tout le temps, a priori pour tout. Le plus utilisé. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec un téléphone, avec un smartphone en l'occurrence. Mais pour le coup, c'est pas ce qu'on fait. Mais ça, c'est le génie du marketing. On va arriver à trouver normal de se débarrasser de son bon petit téléphone. Je dis bien téléphone, ça sert à téléphoner, qui continue de téléphoner très bien. Mais comme il ne permet pas, par exemple, de faire des zooms et de faire des photos en rafale tout en zoomant, on va estimer que c'est normal de le changer. Donc tu as raison, ça reste la prise de conscience du consommateur. Elle est vraiment très importante. Mais c'est plus d'une étiquette énergie, on est là, consommation toujours. Plus d'une étiquette énergie sur deux n'est pas conforme. L'UEF, que choisir à analyser 34 000 étiquettes énergie à poser sur des appareils électroménagers. Alors vous pouvez me dire combien de gens lisent ça. Enfin, c'est pas ça le problème. Il faudrait au contraire leur apprendre et donner des éléments leur permettant d'utiliser réellement ces étiquettes énergiques dès lors qu'on sait que ça réduit la facture d'électricité. Mais tu payes une éco-participation quand tu achètes ces appareils-là. Et Dieu seul sait si les factures sont élevées. Alors il s'agit de réfrigérateurs, de téléviseurs, de machines à laver, la vaisselle. Donc c'est le quotidien. C'est même tout le monde qui devrait en acheter un appareil, regarder qu'est-ce qui consomme le mieux, avoir une étiquette, la lire et puis la comprendre et puis en être sûr. Mais UFC consommateur explique que, comme je vous l'ai dit, 56% d'étiquettes non conformes en France, plus de la moitié, sachant que la moyenne européenne est de 48%, tu pourrais dire je vais aller au pays d'à côté, transfrontalier, c'est à peu près la même chose. Un produit sur steak n'affichait aucune étiquette. Une affichette sur 4 n'était pas conforme, je ne vais pas vous dire pourquoi elle n'était pas conforme. Renseignez-vous, notre ami commun Google, pour ceux qui pratiquent justement l'informatique, vous dit exactement ce que vous devez trouver sur une étiquette et comment la comprendre. Le taux de non-conformité est supérieur à 1 sur 4. Les grandes surfaces de distribution ont des taux de non-conformité allant jusqu'à 35%. Alors, et les grands magasins spécialisés Darty, Conforama, je cite volontairement les noms, c'est un peu moindre, mais il reste quand même un taux de conformité de 70%, mais il reste quand même 30% à améliorer. Ça fait une belle marge. Et le compte maintenant, c'est les magasins en ligne. Alors là, mais nous, c'est pas le cas, on ne va pas acheter des frigidaires en ligne et tout ça. Ou alors là, il n'y a aucun respect. Alors, pourquoi j'en parle? C'est pour que notre auditoire qui est sensible à ces choses-là sache que ça existe, sache aussi que ces affichettes ne sont pas faciles à comprendre, qu'elles comportent par exemple pour des frigidaires des qualifications, mais des signalements, des pictogrammes voilà, qui ne correspondent plus à la réalité. Il y a des frigidaires qui ont été enlevés de la consommation, mais il reste malgré tout des indications de consommation qui sont plus l'actualité, etc., etc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, ma question est de me demander, mais qu'est-ce qu'on a comme association de consommateurs à la Martinique? Attends, voilà. Avant ta question, tu es en train de nous dire de ne pas faire confiance aux industriels. Tout à fait vigilant. C'est-à-dire qu'on a eu un petit souci par rapport à une voiture. Je pense qu'on n'est pas tombé de tellement haut. Tu parles du Volkswagen? Oui. Et là, maintenant, on parle des affichettes des consommateurs. Non, mais et avant, on a parlé... C'est tombé sur Volkswagen, mais et les autres? Elles se sont tues dans un silence assourdissant. On ne sait pas ce qu'il en est pour elles. Alors, donc aujourd'hui, ce sont les appareils électroménagers. Tout ce qu'il y a autour de nous, nous sommes assis. Et la dernière fois, Eddie, un peu après l'émission, il a un peu persiflé à mon égard en me disant, tu as un problème, c'est vous aussi. Mais non, c'est vraiment que j'ai le temps maintenant de regarder ces choses-là et de me rendre compte que nous sommes piégés par le monde moderne qui devait apporter la richesse, la qualité de vie et le confort. Elle nous l'apporte, mais on en paye le prix. Ah oui. Non, alors nous sommes en matière d'étiquetage, je reprends ma casquette quand même, ex-concurrence, consommation, répression des fraudes. Néanmoins, c'est d'abord un problème de contrôle. Ça veut dire tout simplement que l'ex des DCCRF, qui s'appelle maintenant la DIECT, a de moins en moins les moyens humains de faire son boulot. Or,
pour qu'une réglementation soit applicable, il faut qu'on sait qu'il y a un taux de contrôle, que le taux de contrôle doit être dissuasif. C'est-à-dire que la probabilité d'être contrôlé doit atteindre un certain niveau et d'être contrôlé et d'être sanctionné. Pour être effectif. Voilà. Pour être efficace. Alors, les associations de consommateurs, ça c'est bien. Bon, ce que choisir, eh bien, ils ont les moyens de faire des enquêtes, etc. Bon, c'est une association extrêmement active qui est puissante et indépendante, surtout indépendante. Bon, leur spécialité, c'est les essais, justement, c'est le contrôle. Mais néanmoins ils n'ont pas le pouvoir, le contrôle. Donc, la suite de leur démarche, c'est d'aller de demander à la DIECT d'essayer d'inscrire ce secteur d'activité, cette réglementation dans son programme de contrôle annuel et de se donner l'objectif de faire descendre, je prends l'exemple, de faire descendre le taux de conformité de 30% à 20%, à 10%. Puisque tu dis que même les magasins spécialisés qui sont encore à 30%. Alors, quant à 56% dans l'ensemble, c'est inadmissible. Bon, c'est-à-dire que la moitié des étiquettes ne correspondent pas de ce pas confort. Et puis surtout, ne donnent pas aux consommateurs la réalité de la consommation des produits qu'ils achètent. Et surtout, c'est là qu'on voit la distance qu'il y a entre le discours sur l'environnement et la réalité. Parce que pour faire changer les comportements, on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné ou à un autre, il y a à la fois la prise de conscience, mais aussi la coercition. Il faut que les États, et là nous parlons de choses, bon, mais il faut que les États se dotent des moyens de coercition une fois qu'on aura adopté des règles. On l'a vu pour l'obsolescence programmée, on l'a vu pour toutes les règles de consommation, on va le voir bientôt pour les charcuteries, quand ça va arrêter de faire le buzz et qu'on va revenir à une vérité pour les charcuteries et la viande qui serait cancérigène. Pour l'instant, c'est un peu buzz, ça parle dans tous les sens. Bon, ça sent le truc médiatique. Il y a certainement juste un milieu à tout ça, et on va y revenir. On va passer, si vous le voulez bien, à l'occasion du dernier passage de Mme Paul Angevin, le ministre des Outre-mer, qui a déclaré de façon formelle, en consacrant sa visite principalement aux jeunes à l'emploi, et puis aussi aux questions économiques, au CICE, en nous disant que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, serait la panacée, serait la solution à tous nos maux, et que surtout qu'ici on a un taux augmenté à 9%. Alors Michel, veux-tu expliquer ce que c'est un crédit d'impôt? Le CICE. Alors, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ça consiste à accorder aux entreprises sur la base de la masse salariale en France, 6% de la masse salariale, un crédit ici 9%. Ici 9% et 12% dans certains secteurs, la recherche ou le tourisme, leur accorder donc un crédit d'impôt de la valeur, c'est-à-dire un remboursement de l'impôt, sur l'impôt qu'ils devraient payer. Donc une exonération fiscale. Une exonération, voilà. Une défiscalisation. Alors, le problème, c'est que pour obtenir ce crédit d'impôt, il faut quelquefois obtenir un emprunt auprès des banques, avant qu'il soit remboursé par... Bon. Et ça, c'est une des raisons qui explique... Et pourquoi faut-il obtenir cet emprunt auprès des banques? Parce que les entreprises n'ont pas suffisamment de trésorerie. Bon. Trésorerie. Donc, une des... Et puis, il y a quand même un système de déclaration... Lourd, pas pratique. Relativement lourd. Alors, le taux de... Je crois qu'il est très faible dans les départements outre-mer, et particulièrement en Martinique. Le taux d'utilisation de cette possibilité est très faible. Hein. Elle a parlé de médiateurs. Oui. Qui vont expliquer. Qui vont expliquer. Il y a des gens, des jeunes qu'on a embauchés, qui vont expliquer aux entreprises comment il faut faire. Bon. Alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les premières études commencent à sortir en France sur l'effet de ce crédit d'impôt. Et effectivement, on a obtenu une remontée de la marge des entreprises. Un effet positif, c'est l'effet positif, c'est que, en gros, la différence entre le coût de production et le chiffre d'affaires a augmenté. Il est remonté de 28% à 32%. Donc, on ne gagne plus d'argent. Voilà, il gagne plus d'argent. Bon. Mais
Par contre, M. Valls l'a dit la semaine dernière, il a utilisé une litote, une expression. Il a minoré le problème. Il a dit, bon, les entreprises ne s'engagent pas assez sur l'emploi. Or, le problème, c'est qu'en année pleine, ce contrat de responsabilité, en 2016, ce sera 41 milliards d'euros pour le budget de l'État. Et en face, bon, M. Gattaz avait promis 1 million d'emplois. 1 million d'emplois. Bon, alors, la véritable question, c'est que je viens de lire un communiqué du président du conseil régional, qui prend position d'ailleurs comme la FEDOM. Pour la défiscalisation. Alors, il dit c'est bien. Il répond à Mme Boulanger, c'est très bien. Vous avez tenu compte. Mais nous pensons qu'à la défiscalisation. Mais attends, on va revenir plus tard sur la défiscalisation, si tu veux. Mais restons sur le CICE et revenons sur ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire les remontées positives en France et ensuite la chute sera pourquoi ça ne pourra jamais marcher ici. C'est ma conception. Alors, ici, le coup, je continue sur la France, je te prends la parole pour. Seules les grandes entreprises. C'est évident, puisque ce sont les entreprises qui ont de la main-d'œuvre. Et c'est calculé sur la main-d'œuvre utilisée. Et puis alors, en plus, les avances, bon, il paraît que c'est la BPI qui est chargée ici de faire les avances. Bon. Or, la Banque publique d'investissement, qui était comme une bonne idée de la part du gouvernement actuel, l'idée c'est quoi? C'est que, comme nous sommes dans une crise et que les investisseurs sont frileux, ne veulent pas s'engager, eh bien, la collectivité, on met en place une banque publique qui va s'engager. Bon. Donc l'idée est très bonne. Bon. Sauf que c'est géré par l'AFD, par la caisse des dépôts et consignations, que les autorités locales ont peu de prise sur cette banque publique d'investissement, et puis alors on regarde les chiffres, l'IEDOM, les chiffres, les garanties accordées ont diminué en 2014. Donc elle s'engage peu. Oui. Ah donc, et puis aussi le fait aussi qu'ici nous avons que 80% du tissu économique qui est représenté par des TPE qui n'ont pas d'employés. Très petites entreprises. Qui n'ont pas d'employés, c'est le patron tout seul. Et qui bien souvent ne sont même pas éligibles à l'impôt sur les sociétés. Oui. Donc elle paie l'impôt sur le chef d'entreprise paie l'impôt sur le revenu. Sur le revenu. Donc, mais c'est possible quand même. Hein. Bon, alors, mais non, mais c'est non, mais l'assiette c'est quand même l'emploi et là il n'y a pas d'employés. Moi, à mon avis, la question que l'on devrait étudier, c'est que, malgré tout, c'est un truc qui a été conçu pour la France, pour les grandes entreprises, à partir du rapport, comment s'appelle cet ingénieur qui avait analysé l'industrie française, bon, à partir des pertes d'emplois dans la grande industrie, bon, dans les grandes entreprises, les mastodontes, ça a été ensuite étendu à l'outre-mer, parce que il fallait bien, comme on voulait, législative. Mais oui, et puis comme à l'époque la défiscalisation, je fais le lien avec la défiscalisation. Oui, comme la défiscalisation était menacée, le gouvernement a dit, vous avez ça qui est en place. On va vous donner ça. Bon. En augmentant d'ailleurs le taux. En augmentant le taux. Mais la véritable question, c'est que, à mon avis, tout le monde le dit, y compris la Chambre de commerce, y compris la FEDOM, c'est un système qui n'est pas adapté à des économies en voie de développement et qu'on retombe sur le même problème. Les mesures fiscales à adopter dans des pays comme nous doivent être adaptées et spécifiques au tissu économique. La FEDOM va plus loin, mais on va revenir ils vont plus loin. En évoquant le problème des COM, des collectivités d'outre-mer. Et qui ont une fiscalité particulière. Et puis, ce qui n'ont rien, comme ceux qui n'ont pas le CSA, qui n'ont pas d'autres ressources. Je voudrais que tu dises un petit... Oui. Non, je voulais juste rappeler. CICE. Rappelle ce que ça veut dire. Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Et l'emploi. Voilà. C'est là-dessus que je voulais. Eh bien, c'est ça. Bon, ici, il n'y a pas eu de débat. En France, certaines branches se sont engagées. Quand même, il y a eu quelques accords, très peu, dit le fameux bilan qui a été fait par l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, me semble-t-il, qui a fait une étude. Bon, mais il y a très peu de branches qui sont engagées à créer des emplois. Mais ici, à ma connaissance, personne. Donc, c'est un système qui n'est pas adapté à nos... J'allais dire un marché de dupes, mais je ne veux pas être trop méchant.
Je prends, mais je ne donne rien en place. En pratique. Monsieur, la BCE maintient son taux directeur à 0,05%. 0,5%. Ouais. C'est la Banque Centrale Européenne qui a maintenu mercredi son principal taux directeur à 0,05%. Taux qu'elle maintient depuis septembre, qui est le plus bas historique d'ailleurs. Bon, quand on dit ça aux gens, qu'est-ce qu'ils vont nous parler? C'est quoi encore cette Chine-là? Mais on vous parle de ça parce que ça a un impact sur votre vie au quotidien, sur le prix de votre kilo de poisson et sur votre vie. On en pense qu'on veut, on essaie avec nos maladresses et nos difficultés d'apprentis économistes, de vous expliquer comment ces décisions prises là-haut à Bruxelles ont un impact au quotidien sur notre vie. Elle n'a pas touché non plus à d'autres taux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux de prêt marginal ou les dépôts à très court terme. On ne va pas s'embarquer dans tout ça. Disons simplement que Michel va nous expliquer, ou Daniel s'il le veut, ce que c'est que le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Je lui donne la parole. Je vais peut-être reprendre après. Oui. Alors, le taux directeur d'une banque centrale, c'est le taux auquel les banques se fournissent, achètent de la monnaie, de l'argent, des crédits, pour ensuite les redistribuer. Donc, à partir du moment où vous avez un taux bas de 0,5% et que vous obtenez un prêt pour acheter votre voiture à 4,5%, vous voyez la différence. De marge. De marge. Donc, alors l'idée, c'est que en créant de la monnaie, de cette manière, il y a d'une part le taux qui est bas, mais il y a aussi l'injection de 1000 milliards d'euros. De 1000 milliards d'euros dans l'économie à raison de 60 milliards par mois. L'idée de la Banque Centrale Européenne, c'est qu'en rendant le crédit peu cher, d'inciter les banques à prêter aux entreprises et d'inciter à la reprise économique. Bon. Pourquoi on maintient ce taux bas? Et le dilemme qui se pose à la Banque Centrale Européenne et aux autres banques centrales, aussi la Fed, la Federal Reserve Board, la Banque Centrale Américaine. Banque Centrale Américaine. Bon, c'est qu'on s'aperçoit que la croissance reste faible, que le FMI est en train de nous prévoir une baisse, d'abaisser ses prévisions de croissance en 2016, le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, et que, par ailleurs, malgré la baisse du coût du pétrole et des matières premières, a une incidence négative. Dans un premier temps, ça a baissé, ça a donné du pouvoir d'achat dans les pays développés. Bon, c'est effectivement d'où ce petit frémissement de croissance qu'il y a eu en France, et un peu ici d'ailleurs. Parce que le prix du pétrole a baissé, mais que dans un deuxième temps, on s'aperçoit que tous les grands pays émergents sont entrés en récession. Le Brésil est en récession, la Russie est en récession, la Chine, bon, elle n'est pas en récession, elle a 6,5% de croissance. Elle est en ralentissement. Elle est en ralentissement. Mais comme elle commande beaucoup dans les pays fournisseurs de matières premières, ça a un impact sur... Et ça a un impact aussi, comme ces pays-là sont eux-mêmes des clients des pays développés, européens notamment, ça a une incidence, notamment l'Allemagne, qui est le locomotive de l'Europe, ça a une incidence sur la croissance économique. En d'autres termes, il n'y a pas de miracle monétaire. Voilà. On ne peut pas créer de la richesse en faisant marcher à l'extrême la planche à billets. On retourne à la question de la demande. Ouais. Il faut augmenter les salaires. C'est dommage d'en parler. Non, mais tu peux en parler, vas-y, tu peux répéter. Parce que la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Ouais. Donc, le taux directeur qu'elle applique, est étendu aux banques nationales. Voilà. Forcément. Mais il faut faire très attention, tout en facilitant le crédit, à ne pas enclencher la planche à billets. C'est-à-dire trop de liquidités. La création excessive de monnaie. La création excessive de monnaie, voilà. Est-ce que la création excessive de monnaie ne dévalue pas à terme la monnaie? Oui, l'argent. Alors, c'est pour ça que ça fait baisser le taux de l'euro par rapport au dollar. Oui, 1,10. Bon. Alors, effet positif. Ça permet, dans un premier temps. Ça permet aux exportateurs européens d'être mieux placés par rapport aux exportateurs, notamment sur le marché américain. Mais par contre, la baisse de la monnaie crée un effet inflationniste. Un effet inflationniste. Bon.
Ce qui veut dire que la monnaie a moins de valeur. Voilà. Et puis qu'on se trouve à avoir des prix qui augmentent. Voilà. Payer les choses plus chères, comme dit Nadia. Alors, d'autre part, comme malgré tout, et c'est ça le dilemme, on a un taux d'inflation qui est faible, on a le dernier taux d'inflation en France, c'est moins 0,5% en septembre, c'est-à-dire 0% sur une année. Donc, la crainte de la BCE, c'est l'enclenchement en Europe d'un processus qu'on a connu dans les années 30, le processus de déflation. De déflation, oui. Baisse des prix, baisse des bénéfices, Baisse des salaires. baisse des salaires, baisse de l'emploi. Et le crack. Voilà. Crack économique. Donc, et c'est un peu dans un système comme ça que depuis 10 ans, le Japon se débat. C'est-à-dire que, donc, un taux d'inflation bas, en plus, ça a comme effet, quand on a un taux d'inflation bas, ça veut dire qu'on a du mal à rembourser ses dettes. Ça augmente l'endettement. Ça augmente les dettes. Oui, parce que l'argent a de moins en moins de valeur. Donc ceci, enfin, je ne rentre pas dans trop de détails, mais Non. les faits, ça prouve quand même que Les décisions prises par ces gens-là peuvent avoir des effets à terme qui portent sur le petit peuple, sur les salaires, sur l'économie. la preuve, c'est que le livret de caisse d'épargne, le taux de rémunération a baissé. Et donc l'épargne diminue. Or, le livret de caisse d'épargne alimente la caisse des dépôts et alimente le logement social. Le logement. Donc, indirectement, le fait que les gens mettent moins d'argent sur le livret de caisse d'épargne, ça rapporte moins. Donc, Alors, ce qu'on appelle comment ça s'appelle la quantitative quantitative easing. Il faut arrêter ça à un certain moment. C'est ce que veut faire la Fed, et le monde entier est suspendu en ce moment à la décision qu'avant de la avant le mois de dame. décembre qu'on va prendre la Banque Centrale Européenne, c'est que si elle relève ses taux, ça risque d'avoir un effet récessif, de ralentir l'économie mondiale, puisque vu le poids des États-Unis. La Fed, la BCE. La caisse centrale américaine. Tu as raison. Donc, et en même temps, la Fed craint qu'en continuant sa politique d'argent facile, d'argent pas cher, que, comme disait tout à l'heure Daniel, le risque, c'est qu'on voit réapparaître les risques de bulles financières boursières. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, voilà. Comme celle des subprimes. Autrement dit, tout est là encore une question d'équilibre. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la Chine, qui n'est pas en récession, mais en baisse. En ralentissement. En ralentissement. Au lieu de 7-8%, elle est à 6,5% de croissance, alors que les États-Unis sont à 1,5%. Voilà. Ce qui, déjà pour la France, ne serait pas mal. Oui. Alors, justement, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Oui, c'est la nouvelle d'aujourd'hui. On s'attendait à 3,6%. On s'attendait à 3,6%. Donc là aussi, c'est une mauvaise surprise. La croissance américaine est plus faible que prévu. Donc la Fed est placée devant un dilemme crucial. De changer, de verser la tendance dans la paix. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait ça bien. On a été tranquille. On a beaucoup parlé d'économie. On a survécu à l'absence de Marajo et de Gagnon. Ça aurait été intéressant qu'ils soient là quand même, parce que Marajo et Gagnon auraient mis leur gain de sel. Il t'aurait contredit. Là, tu voulais sur du billard. Sur le billard. Mais du coup, tu étais beaucoup plus pédagogique, moins conflictuel, et tu étais merveilleux. Professeur Branchi. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle et messieurs. À la semaine prochaine. Au revoir.